Aujourd'hui, Dominique Louis et Jean-Louis Ricot vont nous parler de leur livre « Énergie nucléaire, le vrai risque ». Merci messieurs d'être avec nous. D'après vous, le scénario 2 degrés est-il toujours envisageable? Le scénario 2 degrés dépend de ce qui va se passer en Chine, en Inde, aux États-Unis, qui, à échéance 2050, représente plus de 60% des émissions de CO2 mondiales. L'Europe ne pèse rien. Et donc, quand on voit ce qui se passe actuellement en Inde, quand on voit ce qui se passe actuellement en Chine, quand on voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis, ces trois pays continents ne sont absolument pas sur la trajectoire de degrés. Ne confondons pas ce qu'on peut faire ici pour, donner l'exemple, et l'impact de ce que nous ferons ici sur le niveau de réchauffement climatique que nous subirons en 2050. Quelle sera la place de l'énergie nucléaire si on veut tenter de rester sous cette barre des 2 degrés? Si on veut tenter de ne pas trop s'en éloigner, par le haut, pas par le bas, il faut regarder ce que le GIEC, dans un rapport de 2019, recommande de faire. Il recommande d'augmenter la taille du parc nucléaire mondial de 500%. Plus on déploiera de réacteurs nucléaires, moins on s'éloignera des 2 degrés. Et on peut espérer que le siècle prochain, on aura effectivement le nucléaire parfait, pas de déchets, une matière première abondante. Et c'est pour ça aussi que l'histoire du nucléaire doit continuer. Parce que moi, je crois au progrès de la science, au progrès de la technologie, et que cette solution énergétique du futur autour de la fusion, elle est fille du nucléaire d'aujourd'hui, et que si on veut trouver les solutions des siècles futurs, il est important effectivement qu'il y ait une continuité dans la mise en œuvre de ces technologies, parce qu'on sait bien que dans toutes les réalisations humaines, c'est par la pratique qu'on progresse. C'est parce qu'on fera de nouvelles centrales, qu'on en fera beaucoup, qu'on les améliorera, et il faut croire à ça. Et que si on bloque le développement du nucléaire, indépendamment des problématiques à court terme du climat, je pense qu'on prive l'humanité de solutions qui deviendront urgentes à trouver pour les siècles futurs. Si nous voulons augmenter considérablement la taille du parc nucléaire mondial, faut-il mettre en place un modèle de surveillance internationale, comme c'est le cas pour le transport aérien? Le transport aérien est régi par une réglementation internationale, connue et appliquée partout dans le monde. Et donc, la communauté internationale a créé, il y a une soixantaine d'années, un organisme qui s'appelle l'OACI, qui administre la sûreté de l'aviation à l'échelle mondiale. Le nucléaire, historiquement, reste régi par des administrations nationales, même si la IEA édicte un certain nombre de règles de bonne pratique pour coordonner les dispositions en vigueur en matière de sûreté dans différents pays. Il est évident que le développement du nucléaire dans le monde nécessitera d'aller plus loin, parce qu'un risque nucléaire dans un pays donné, forcément, peu ou prou, impacte les pays voisins. C'est pas normal qu'un réacteur en France, un EPR en France, ait des normes de sûreté un peu différentes, ni meilleures ni moins bonnes, mais un peu différentes de celles qui s'appliquent en Finlande, et ni meilleures ni moins bonnes que celles qui s'appliquent en Angleterre. On voit bien que l'industrie nucléaire, pour un certain nombre de pays, c'est aussi un instrument de pouvoir politique, de pouvoir stratégique, et donc accepter que ces installations soient contrôlées dans leur conception, dans leur construction, dans leur fonctionnement par un organisme mondial comme l'aviation, ça risque de prendre encore un peu de temps. Concentrons-nous maintenant sur la France. Pourquoi avons-nous choisi le nucléaire dans les années 60? Clairement, c'était un choix d'indépendance stratégique. Et vous savez, c'était l'époque, moi j'étais enfant, des slogans la France n'a pas de pétrole mais a des idées. Ce choix a été diabolisé médiatiquement par certains. Dans le livre, nous évoquons longuement le débat parlementaire du 6 et 7 octobre 1981, où pendant 2 jours,
le Parlement français nouvellement élu a débattu de ce sujet. Et j'invite ceux que ça intéresse à lire effectivement le journal officiel de ces 2 journées, où finalement on retrouve tous les termes du débat d'aujourd'hui. Rien n'a changé. Et donc il est absolument faux et, j'ose dire, malhonnête de laisser penser que c'est un choix secret. Non, c'est un choix public, c'est un choix démocratique, pris par un président de la République, François Mitterrand, nouvellement élu, avec un Premier ministre, Pierre Mauroy, qui ont organisé ce débat en octobre 81, dont les conclusions sont sans appel. Et tout ce qu'a fait l'industrie nucléaire française depuis 40 ans, c'est ni plus ni moins que de mettre en œuvre les décisions prises lors de ce débat. Le renouvellement de ce parc nucléaire, c'est aujourd'hui essentiel pour vous? Une filière industrielle, ça se construit dans la durée. La France avait construit une filière industrielle nucléaire performante, peut-être la plus performante au monde dans les années 80. Et à un moment donné, on expliquait aux gens qu'en fait, on ne faisait pas la course en tête, on était les tout seuls à faire la course. Aujourd'hui, manifestement, il y a beaucoup d'autres compétiteurs dans la course. Si les décisions tardent, on aura du mal à revenir en tête. Alors, il ne faut pas oublier 2 choses. C'est que construire les réacteurs est une chose, même si ça prend 10 ans, mais que le vrai sujet, c'est produire de l'électricité avec. Plus les politiques vont tarder à prendre les décisions, et plus c'est quelque chose qui posera problème dans sa bonne réalisation, j'allais dire, dans les décennies 30, 40 et 50. À quelle échéance devons-nous prendre ces décisions politiques? Avant-hier. Tant qu'on sera, ici en Europe, à ce niveau de contradiction, où, pour des raisons purement idéologiques, on arrête des réacteurs nucléaires qui produisent de façon sûre de l'électricité décarbonée, et qu'on démarre, pour des raisons là aussi électoralistes, du lobby du charbon en Allemagne, une centrale au charbon, on ne peut être que pessimiste sur la cohérence d'ensemble et la capacité à tenir les objectifs de la COP21 et les 2 degrés. On veut être capable de délivrer 600-650 TWh d'électricité de façon sûre et hyper compétitive économiquement. C'est ça l'objectif. Mais comme on a du mal à faire partager cet objectif collectif, finalement, on débat sur les avantages et les inconvénients du nucléaire par rapport à l'éolien, de l'éolien par rapport au solaire, que sais-je. Ce n'est pas le sujet. On aura besoin de toutes ces formes d'énergie, de toutes ces formes de production d'électricité décarbonée.